Oui, le professeur Songue Diouf peut parler un peu de la philosophie. C'est l'actualité parce que demain, les candidates et les candidats vont défier la pensée des philosophes. Un philosophe, pour parler un peu de la philosophie, en peu de minutes, le défi est immense. Mais aujourd'hui, professeur, nous allons essayer un peu de essayer de brosser quelques parties et des conseils généraux qu'on peut administrer aux candidats. D'abord, c'est la première partie. Je veux philosophie, mais est-ce que je peux philosophie? Entre le vouloir et le pouvoir, il y a un fossé énorme. C'est quoi philosophie? Ben c'est quoi philosopher? Quand vous dites je veux philosopher, vous êtes déjà en train de philosopher. Ah oui. Parce que de toute manière, j'ai l'habitude de dire que autant on ne peut pas dire de tout le monde qu'il est philosophe, mais autant tout le monde a des problèmes d'ordre philosophique. Ça veut dire quoi? Que c'est lié à la condition humaine en tant que telle. Notre vie souvent est placée sous le signe du désespoir, sous le signe de l'angoisse, sous le signe de l'inquiétude, sous le signe de la misère, de la douleur, de la souffrance. Bref, toute cette situation-là que Karl Jaspers appelle les situations limites fait que nous avons tous des problèmes philosophiques, nous nous posons tous des questions philosophiques, mais est-ce que pour autant nous sommes tous philosophes? Il est clair que non. Mais quand vous dites que vous voulez philosopher, il y a déjà en vous cette propension à aller quêter le savoir et vous êtes déjà sur le terrain de la philosophie. Et les candidats ont davantage trois sujets. L'un porte sur le domaine 1 de la philosophie, les rapports que la philosophie entretient, soit avec la religion, soit avec la science. On est dans le domaine 2 de la philosophie, individu-société, mais également 3. Dans le domaine 1, si on parle un peu des différences et des points de convergence, s'il y en a, entre la philosophie et la religion, ce serait quoi, par exemple? Oui, d'abord montrer que la première étape, elle porte sur la philosophie elle-même. Autrement dit, ce qui est attendu de l'apprenant, c'est qu'il puisse avoir une idée de ce qu'est la philosophie, mais également de ce qu'elle n'est pas. Avoir une idée de ce qu'est la philosophie, c'est l'amener déjà dès le départ à comprendre que la philosophie est une discipline singulière. La philosophie est une sorte de discipline de la marge. J'ai l'habitude même de dire, en m'amusant un peu, que si la philosophie est une discipline, c'est une sorte de discipline de l'indiscipline. Et dire de la philosophie qu'elle est une sorte de discipline de l'indiscipline, ça veut dire clairement pas qu'elle est un peu rebelle, mais justement aux critères qui sont opératoires dans les autres disciplines. Et que donc, quand l'élève aura perçu que la philosophie est une pensée singulière, quand il aura perçu que la philosophie se distingue des autres formes de connaissance, essentiellement par le fait que la philosophie, elle n'est pas savoir, la philosophie, elle n'est pas savoir-faire, la philosophie, elle n'est pas pouvoir. Et dire qu'elle n'est ni savoir, ni savoir-faire, ni pouvoir, permet de tracer la ligne de démarcation qui la sépare aussi bien de la science, mais également de la religion, comme vous dites. Pourquoi la philosophie n'est pas la religion? Quand bien même il faudrait qu'on le fasse percevoir aux apprenants. Ils ont l'habitude de poser en termes d'opposition radicale les relations que la philosophie pouvait entretenir avec la religion. Vous savez que c'est une idée largement ancrée dans l'opinion commune que la philosophie est une sorte d'école d'athéisme. Pourquoi? Parce qu'on pense que philosopher, c'est douter, se remettre en question, là où la religion reposerait sur ses dogmes. Mais il faudrait commencer par leur montrer qu'il y a quelque chose qui lie la philosophie à la religion. Quelle est cette chose-là? C'est que toutes les deux disciplines fondamentalement, elles répondent aux questions essentielles de l'existence humaine et en même temps, ça veut dire qu'elles prennent en charge les questions d'ordre métaphysique et permettre à l'homme de satisfaire mais la même aspiration à la spiritualité qui l'habite. Je le fonde sur un texte de quelqu'un qui s'appelle Arthur Schopenhauer. C'est lui qui disait, au fond, les mosquées, les temples, les pagodes, les églises, les synagogues, dans leur magnificence et leur grandeur, témoignent de quoi? De ce besoin métaphysique profondément ancré en l'humain. Et donc, qu'est-ce qu'elles ont en commun? Philosophie et religion, permettre à l'homme de répondre aux questions d'ordre métaphysique du genre, moi homme qui suis-je, d'où est-ce que je viens, où est-ce que je vais, y a-t-il une vie après la mort, la vie elle-même a-t-elle un sens? Ces questions sont répondues aussi bien par la philosophie que par la religion, mais il est évident que là où les réponses de la philosophie baignent dans une forme d'incertitude permanente, la réponse religieuse, mais elle est définitive, elle est incontestable. Pourquoi? Parce que cette vérité religieuse-là, elle n'a pas une origine humaine, elle a une origine divine, et en tant que telle, elle est plus ou moins soustraite à l'examen critique de la raison. Maintenant, c'est vrai, comme vous dites, que dans leur démarche, elles sont marquées par l'hétérogénéité. Pourquoi? C'est une conséquence de leur principe directeur. Là où le principe directeur de la philosophie est la raison, le principe directeur de la religion, c'est bien sûr la foi. Rappelez-vous ce beau texte d'un de vos collègues journalistes qui s'appelle Roger Paul Droit, mais en même temps qu'il est journaliste, il est philosophe et enseigne à Paris Sorbonne 1. Il disait, dans un très beau texte qu'il a publié chez Odile Jacob en 2008, La Compagnie des philosophes. Qu'est-ce qu'il disait? J'ouvre les guillemets. Les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, mais simplement des aventuriers de la raison. Et quand il a fini de dire que les philosophes ne sont ni des poètes, ni des mages, mais simplement des aventuriers de la raison, il met deux points.
douter, soupçonner, réfuter, récuser, argumenter, démontrer, clarifier, établir, voilà leur tâche de toujours. Une manière donc de dire que la philosophie, la vérité qu'elle pose est une vérité humaine, et en tant qu'elle est une vérité humaine, c'est une vérité forcément contestable, c'est une vérité forcément discutable. Là où la vérité philosophique, elle a une origine humaine, là où la vérité philosophique est de l'ordre de la conquête rationnelle, la vérité religieuse, en revanche, elle est de l'ordre de la révélation. Et c'est pourquoi, à partir du moment où philosophie et religion obéissent à des principes directeurs différents, il va de soi que philosophie et religion ne peuvent pas fonctionner de la même façon. Parce que la notion de foi, tu le sais très bien, oui. Quelle attitude elle commande réellement dans la vie de tous les jours. La foi implique une forme d'adhésion, mais une adhésion émotionnelle, sentimentale. Ça veut dire que derrière l'idée de foi, il y a l'idée de soumission, d'adoration, de vénération. Alors que très souvent, raison est synonyme de doute, d'examen critique, de contestation et de remise en question. Donc foi et raison font-elles bon ménage? Oui, oui et non. Parce que vous savez très bien que la philosophie, elle n'en entend jamais à une réponse unique. Oui. Parce que la philosophie, elle est par essence un terrain de contradiction. Rappelle-toi la belle métaphore kantienne. À quoi ressemblait l'histoire de la philosophie? Il répondait qu'elle était semblable à une sorte d'arène dans laquelle des gladiateurs se livreraient à des combats mortels sans merci, mais à l'issue desquels il n'y a jamais ni vainqueur ni vaincu. Et donc cela signifie très clairement que de ce point de vue-là, la philosophie en tant que telle, si elle est un terrain de dispute et de controverse, la religion, elle est fondamentalement dogmatique. Donc la première réponse consisterait à dire oui à première vue, foi et raison semblent opposées, pour les raisons que nous venons de préciser. Parce que la raison, elle analyse, elle critique, elle discute. La foi, c'est une adhésion, j'ai dit, émotionnelle et sentimentale. Mais il y a une autre perspective qui tend à les concilier, en disant clairement, mais écoutez, il faut croire pour comprendre, et en même temps qu'il faut croire pour comprendre, il faut comprendre pour croire. Ce qui veut dire que la foi ne doit pas aller sans la raison, de la même manière que la raison ne saurait aller sans la foi. Donc la raison est la lumière qui éclaire les vérités religieuses, c'est ça? Oui, qui les éclaire et qui permet aux croyants d'avoir une idée des fondements de sa propre croyance. Parce qu'autrement, ça donne ce que le professeur Bachir Diagne appelle une foi aveugle. Oui. Une foi aveugle est forcément une force destructrice. Et j'ai dit souvent, très souvent, que cette foi aveugle-là, elle génère quoi? Dogmatisme. Et l'enfant gâté du dogmatisme, très souvent, c'est le fanatisme. Et l'enfant gâté du fanatisme, c'est le terrorisme. Et nous le savons, le terrorisme, c'est le crime gratuit. Professeur, j'ai anticipé de philosophie demain. Dans l'anticipé de philosophie, je me couche peut-être à 7 heures. J'avais l'habitude de me coucher à 22 heures. Je me couche à 7 heures, mais je n'arrive pas à dormir. Oui, ça c'est la préparation mentale et psychologique. Le stress. Le stress. Mais j'ai déjà dit plusieurs fois qu'au fond, il faudrait être angoissé. Et non pas être dans la position de quelqu'un qui a peur. Parce que celui qui ne dort pas, non seulement il est stressé comme vous dites, mais il a peur. Quand je dis qu'il faut être angoissé et non pas avoir peur, mais l'angoisse, Boubacar, elle découle simplement de la prise de conscience de mes responsabilités. Quand tu te réveilles le matin pour venir faire toc-toc, mais tu sais que tu es attendu quelque part. Sur le terrain de l'excellence et de la performance, tu n'as pas le droit de décevoir. Donc tu es angoissé, mais tu n'as pas peur. Et donc là où l'angoisse donne des forces, là où l'angoisse est une source dynamique, parce qu'elle naît de la claire conscience des responsabilités qui pèsent sur nos épaules. En revanche, la peur, elle est inhibitrice. Elle paralyse, elle bloque notre créativité. Donc, disons aux candidats, soyez angoissés parce que le jour de l'examen, personne ne peut vous faire croire que c'est un jour comme les autres, mais n'ayez pas peur, croyez en vous-même, ayez confiance en vous-même. C'est le premier pas vers la réussite. C'est pourquoi je leur dis très souvent, ne changez ni vos habitudes alimentaires, ni vos habitudes de sommeil. Si comme moi, vous n'avez pas l'habitude d'avaler quelque chose de bon matin entre 6h et 7h, ne le faites pas parce que c'est le jour de l'examen. Ne vous dites pas en bon peul qu'il y a heureusement encore beaucoup de viande dans le frigo, nous sortons de la tabaski, c'est l'anticiper, je vais me gaver. Si vous le faites, vous agressez l'organisme qui n'est pas habitué à recevoir de la nourriture de si bon matin. La conséquence, vous êtes engourdi, vous bâillez et votre esprit lui-même est bloqué. En revanche, si vous avez l'habitude de le faire, faites-le. Si vous n'avez pas l'habitude, ne le faites pas. Donc ne changez pas vos heures de sommeil, ne changez pas vos habitudes alimentaires. Voilà ce qu'on peut dire. Est-ce que la pandémie peut être source de stress? Je dois être masqué sous la chaleur
je dois porter mon masque sous la chaleur, je dois respecter encore des gestes barrières. Est-ce que tout cela peut être source de stress parce que j'ai anticipé des philosophies demain? Oui, le port du masque, c'est vrai qu'il est obligatoire en période de pandémie, mais j'en appelle un peu à l'esprit de compréhension déjà de ceux qui doivent surveiller les potages dans les salles. Parce qu'il est clair que Boubacar, sous cette chaleur-là torride, pendant 4 heures, il est évident qu'il ne peut pas mettre le masque pendant 4 heures. L'essentiel, c'est qu'il y a déjà la distance dans la salle et qu'à un moment donné, on peut permettre de souffler un peu et de remettre son masque. Pourquoi? Parce que 4 heures avec un masque, il y en a qui traînent des maladies telles que l'asthme, qui traînent des maladies respiratoires telles que la drépanocytose, et vous leur demandez de mettre un masque, il y a de fortes chances que vous leur portiez préjudice. Donc qu'on soit un peu souple. À partir du moment où il y a la distanciation, on peut leur demander de mettre le masque, mais quand quelqu'un a envie de souffler pour les raisons que je viens de préciser, par exemple asthmatique, par exemple drépanocytaire, ayant toujours besoin de beaucoup d'oxygène, mais qu'on lui permette un peu de souffler et de continuer son travail. Parlons, oui, allez-y. Mon gris-gris de l'année dernière, je dois l'amener avec moi. Je dois l'amener avec moi. Est-ce que mon gris-gris de l'année dernière, je dois la mettre le jour de l'examen? Est-ce que psychologiquement, ce gris-gris-là va justement apporter un plus? Oui, disons que c'est des croyances africaines, bien de chez nous. Les croyances, elles sont tellement fortes qu'il est difficile de s'en débarrasser. Mais je dis et répète qu'en philosophie, il n'y a pas de gris-gris autre que l'effort personnel de réflexion et d'argumentation. Vous ne pouvez pas vous débrouiller pour qu'un gris-gris, mais sur un thème ou une question à laquelle vous n'avez absolument rien à dire, pour que, comme par un effet de miracle, le gris-gris puisse accoucher d'une dissertation ou d'un commentaire, mais noter 15, 16, 17, ce n'est pas du tout possible. Donc le gris-gris, oui, il me rassure, il me met dans une certaine forme de confiance, c'est bon pour ça, mais que je ne confie pas mon destin au gris-gris, parce que ce ne serait pas le gris-gris qui va disserter et qui va commenter. Si je n'ai jamais fait de philosophie, il serait miraculeux que je puisse mettre un gris-gris pour devenir un excellent philosophe. Vous doutez de mon safara qui vient de mon mais village natal? Mais je n'en doute pas, je dis la vertu du safara. Est-ce que le professeur Songué Diouf doute de mon safara qui vient de mon village natal? D'abord parce qu'il est philosophe, il est obligé d'en douter, mais au-delà même de cela, il est évident et absolument établi qu'aucun gris-gris au monde ne peut faire en sorte que je me débrouille pour parler une langue que je n'ai jamais apprise. Professeur, nous sommes dans un contexte de pandémie. Un sujet peut être actuel, par exemple. Il y a un internaute qui me demandait au professeur, est-ce que le confinement annihile-t-il notre liberté? Le confinement, oui et non. Il annihile notre liberté parce qu'il est synonyme de privation, de réduction de l'espace. Je ne peux plus aller où je voulais, mais il est également manifestation de liberté si on parle de philosophie. Rappelez-vous déjà Descartes. Il a écrit le discours de la méthode. Il a écrit les méditations métaphysiques dans un contexte divers dans lequel les rigueurs du climat faisaient qu'il s'est retiré dans ce qu'il appelle un poêle. Et c'est dans cette solitude-là qu'il a pu accoucher de ses chefs-d'œuvre, l'un s'appelant le discours de la méthode, l'autre s'appelant les méditations métaphysiques. Donc le confinement, la solitude est par excellence le moment privilégié, mais pour penser et pour philosopher. Allez chez Rousseau, l'ouvrage qui s'appelle, tu connais bien, les rêveries d'un promeneur solitaire. Ouais. C'est dans la solitude que l'on pense. On ne peut pas penser dans l'immersion pleine et entière avec la foule. Donc, ce que je ne pouvais pas faire, ça veut dire simplement mettre fin aux exigences du quotidien. Le confinement me donne la possibilité de retrouver la quiétude nécessaire à la recherche intellectuelle. Oui, le confinement est un moment de délice philosophique parce que l'esprit revient sur lui-même et parce que le monde, véritablement, il est entre guillemets suspendu pendant cette période. Oui, et le confinement obligé par les autorités, par exemple, est-ce que ça astreint ou restreint notre liberté? Oui, j'ai dit ça a restreint notre liberté. Par exemple, de circuler. Oui. Ça restreint notre liberté parce que nous ne pouvons pas avoir les attitudes que nous avions. Mais les philosophes ont été les premiers déjà à penser cette situation avant qu'elle ne se présentât. Je vous ai fait allusion, je crois que c'était à e-école, à ce philosophe qui s'appelle Schopenhauer. Oui. Mais j'ai dit tout ce qu'on nous demande pendant la période du Covid, il l'a réglé de manière imagée à travers la métaphore du troupeau de porcs-épics. Porcs-épics, avec leur piquant. Il dit les porcs-épics dans leur ensemble, c'est la société. Les piquants, c'est peut-être la maladie, c'est peut-être les intérêts différents. Mais il dit, pendant qu'il fait frais, on a besoin de se rapprocher un peu pour bénéficier de la chaleur mutuelle l'un de l'autre. Mais il dit, il est clair qu'avec les piquants, on ne peut pas complètement se coller entre nous. Donc, qu'est-ce qu'on est obligé de faire? De laisser une distance médiane qui permet à l'un de bénéficier de l'autre sans qu'il ne s'entrechoque et ne se blesse. Donc, ça
ça veut dire quoi? Que ce qu'on appelle distanciation sociale était réglé déjà il y a plus de 2 siècles par Schopenhauer, parce que la distance qu'observent les porc-épics pour ne pas se blesser, pour que leur piquant ne fasse pas qu'ils s'entre-déchirent, mais c'est clairement cette distanciation sociale-là, c'est le port du masque qui fait que nous cohabitons harmonieusement sans nous blesser. Est-ce que l'exercice du pouvoir, qui est déjà très d'actualité, et la confiscation du pouvoir est très d'actualité, justement accéder au pouvoir est très d'actualité, s'y maintenir est très d'actualité, le pouvoir, on peut philosopher là-dessus dès demain? Oui, on pourra philosopher là-dessus déjà. Oui. Je crois qu'il nous a interpellés par rapport à ça. Oui. Et je me souviens que forcément, nous avons montré que le pouvoir, en tant qu'il a d'abord été pensé par les philosophes. Il y en a eux-mêmes qui donnent l'exemple de Caligula. Caligula, c'est un empereur romain, mais qui était tellement Boubacar ivre de lui-même et avait un sentiment de toute puissance divine qu'il avait un cheval, mais il a dit, ce cheval-là, il faudrait qu'il entre dans le Sénat. Et il a demandé qu'on construise un enclos et une place, mais pour que son cheval devienne lui-même sénateur. Il deviendra complètement fou. Et si le pouvoir rend fou, oui. Si le pouvoir rend fou, quels sont les sentinelles, par exemple? Quels sont les sentinelles? Il faudrait que, comme on dit généralement, que le pouvoir vienne contrer le pouvoir lui-même. Oui, oui. Ça veut dire qu'il y a un pouvoir qui est donné à la société, et ce pouvoir qui est donné à la société, c'est un pouvoir de contrôle, c'est un pouvoir de censure, c'est un pouvoir de régulation. Il faudrait comprendre qu'il y a des moments où c'est l'obéissance qui est un devoir, mais il y a des moments où c'est la désobéissance qui devient le devoir. Et quand est-ce que la désobéissance devient le devoir? C'est lorsque les lois, elles traduisent des dérives autoritaristes, c'est lorsque les lois ne sont plus en conformité justement avec l'intérêt général. Et nous sommes dans le domaine 2 de la philosophie. Boubacar vient de parler d'une actualité, c'est lié à la notion de pouvoir, mais parlons également de la notion de culture avec l'assassinat de George Floyd. La culture qui est un élément central dans le champ philosophique, le relativisme culturel toujours d'actualité et qui peut également être un bon sujet de philosophie. Absolument. Comprendre aux élèves très rapidement, pour le temps qui nous est imparti, qu'en tout cas c'est la culture qui définit l'homme. Que la culture, elle exprime tout ce que l'homme a de spécifique et qui le distingue radicalement des autres membres du règne animal. Comprendre que la culture, dans toutes ses manifestations, dans le travail, dans le langage, dans l'art, dans l'artisanat, dans les techniques, bref, dans toutes ces manifestations, dans la religion, elle exprime le fait que l'homme, il a une double dimension, une dimension purement humaine, mais également une dimension purement animale. Mais ce n'est pas dans cette dimension animale que l'homme exprime ce qu'il est, c'est dans et par la culture que l'homme accède à l'humanité véritable. Maintenant, que les potaches retiennent, comme nous l'avons déjà dit, que cette culture-là, elle n'est pas uniforme. Autrement dit, que nous produisons, heureusement d'ailleurs, des cultures qui varient d'une société à une autre. Et leur faire comprendre qu'il y a une attitude négative, une mauvaise compréhension de la diversité culturelle. Quelle est la mauvaise compréhension de la diversité culturelle? C'est penser, pour taquiner mes cousins alpulaars, mais comme mon ethnie est au-dessus de toutes les autres, nous avons été les premiers à être islamisés et que la civilisation, elle commence avec nous, elle s'arrête avec nous. Vous voyez mon cousin alpulaar avec son boubou bien amidonné, il est persuadé qu'il est le modèle de la civilité. La conséquence c'est quoi? C'est traiter presque avec mépris les autres cultures qui sont différentes. Ça, c'est la mauvaise compréhension de la diversité culturelle. Les amener au contraire à comprendre que la diversité culturelle, elle exprime simplement la fécondité de l'homme. Pourquoi elle manifeste la fécondité de l'homme? C'est sa capacité, selon les époques, selon les milieux, à élaborer des modes de vie, des systèmes sociaux, des religions, des ethnies qui changent complètement. Et donc la diversité culturelle, elle nous invite à aller dans le sens dans lequel va le monde, c'est simplement celui de la mondialisation, du brassage des peuples, des cultures et des civilisations, et qu'elle manifeste notre richesse plutôt que simplement notre division. Je disais dernièrement que l'humanité, elle est une et indivisible. Maintenant, ce qui se passe, qu'on permette à chacun, cette humanité-là, de l'exprimer à travers une forme culturelle précise. Que tout le monde, nos apprenants comprennent qu'on ne peut pas juger une culture. Parce que quand je juge une culture, je le fais à partir de ma culture que je considère implicitement comme le modèle. Toutes les cultures se valent. Il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de peuple, il n'y a pas de société sans culture, parce que la culture, elle est l'identité générique de l'humanité. Le monde est métis et Kessen en est l'exemple. Et Kessen, que nous saluons encore au passage. Justement, professeur, est-ce que Dieu sera là demain à côté de moi? Demain, est-ce que Dieu sera là? Ça dépend du rapport que vous entretenez avec Dieu. Parce que le rapport que nous entretenons avec Dieu varie d'un individu à un autre. Si votre Dieu, Boubacar, est un Dieu instrumental, il ne sera pas là. Si votre Dieu, maintenant, est un Dieu qui est une fin en soi,
il sera là. Qu'est-ce qu'un Dieu instrumental? C'est un Dieu que je n'invoque que parce que je suis dans une situation de détresse. C'est un Dieu que je n'invoque que parce qu'encore une fois, je lui avoue ma faiblesse et mon impuissance pour me tirer d'une situation bien déterminée. Et ce rapport opportuniste et instrumental, si celui-là que vous entretenez avec Dieu, il est clair que Dieu n'a rien à voir avec le calcul. Mais maintenant, si votre Dieu n'est pas un moyen, mais il est une fin en soi, si votre Dieu, vous le concevez comme celui qui donne sens à votre vie, oui, il sera là, il vous accompagnera dans tout ce que vous ferez. Est-ce que mes connaissances peuvent me lâcher, mes connaissances philosophiques peuvent me lâcher demain, justement, avant de démarrer? Oui, elles peuvent vous lâcher, mais ça dépendra simplement de l'attitude psychologique dans laquelle vous vous trouvez. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, elles peuvent parfaitement vous lâcher lorsqu'en tant que telles, vous cherchez à les convoquer là où elles ne devraient pas être convoquées. Ça veut dire quoi? Si vous vous dites déjà que mentalement, je dois me dire que voilà ce qui va sortir, nature et culture par exemple, j'apprends par cœur le cours sur nature et culture, on me pose une question sur nature et culture, mais qui n'a rien à voir avec la récitation, une question qui n'est qu'un prétexte pour penser de manière générale, il est clair que mes connaissances vont m'abandonner. Parce que j'ai oublié quoi? Que la philosophie, elle n'est pas savoir, elle n'est pas ensemble de connaissances, mais elle est fondamentalement activité de réflexion. On a l'habitude de dire que le meilleur service qu'on peut rendre à son maître, c'est de déchirer son cahier. C'est Nietzsche qui disait dans Zarathustra, au fond, que véritablement, quand il a fini une conférence, un jeune homme courait derrière lui en lui disant, mais Boubacar, je veux que tu sois mon maître et que je sois ton disciple. Et il ajoute le garçon, je veux surtout que tu me montres le chemin pour bien philosopher. Quand il dit une fois, deux fois, trois fois, je veux que tu sois mon maître, que je sois ton disciple et que tu me montres le chemin pour bien philosopher, Zarathustra, Nietzsche s'arrête et lui dit, jeune homme, tu me trahis parce qu'en me demandant d'être ton maître et que tu sois mon disciple, tu as oublié quoi? Que ce n'est jamais rendre service à son maître que de continuer éternellement à être son disciple. Le plus grand service que tu me rendes, c'est non pas de répéter après moi ce que j'ai dit, mais c'est de me tuer. Et quand il dit de me tuer, ça veut dire quoi? C'est simplement de me contredire et de me remettre en question. Et il ajoute, quand tu m'auras tué, je vais renaître en toi. Mais quand je renais en toi, c'est sous la forme du bâtisseur de ta propre pensée. Il finit par le dire, en philosophie, jeune homme, retiens qu'il n'y a pas de chemin, il n'y a que ton chemin et c'est à toi de l'inventer. Demain, que les élèves s'inventent. Demain, que les élèves s'inventent. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup. yaay ndax bu ñu xëyee suba war nañoo tuur ndox nañu daan tuuree ndox loolu dinañu jàpp. nañ def lépp lu ñu waroon a def loo xam ne tàmmoon nañu koo def waaye bu ñu fàtte ni loo jàggul doo ko tari te la dawul taaliba doo doon sëriñam. waaye li ñu waroon def nag nañ ko def ndax aada la ndax cosaan la ndax ngëm-ngëm la parce que ngëm-ngëm dafa am pos-pos ci nit waaye na nga jàpp ne boo jàngul mënoo fexe boo àdduna. ka jàng moom mooy àdduna. professeur dama leen di takki ni élèves yi nee nañ professeur philosophie duñ maye note pour am 14 15 en philosophie c'est tout un problème lan mooy problème bi philosophie matière bu jafe la. wala jàng li ñu koy jàngalee moo baaxul. déedéet loolu njuumte la am na part de njuumte ci biir duñ am 14 duñ am 15 je crois que mu ngi ñuy seetaan elle s'appelle Diana Diop elle est médecin actuellement et elle avait 19 sur 20 en philosophie. Wow. Elle avait gagné, c'était mon élève, elle avait le premier prix du concours général. Il y a un autre que connaît bien, Migui Maram Ndiaye, c'est son ami. Il était le deuxième. Cette année-là, Momo Djelon, le deuxième prix au niveau du concours général. Momo Douyo, qui est ingénieur aux États-Unis, ami intime de Migui Maram, il avait 17 sur 20 en philosophie. L'autre, il s'appelle Ngor Ndour, il est à Ziguinchor, docteur de la statistique, il avait 16 sur 20 en philosophie. Donc ça veut dire que ce n'est pas impossible. Mais si vous voyez qu'il y a ce jugement dépréciatif par rapport à la philosophie, c'est que déjà, il y a des exigences qui ne peuvent pas être remplies. Ça veut dire quoi? Comme je vous l'ai déjà dit une fois, c'est le professeur Souleymane Bachediane qui dit si moi et Boubacar, nous ne parlons pas le même langage, ça peut passer. Mais si moi et lui, nous ne parlons pas du tout la même langue, c'est tout à fait autre chose. Et souvent, nous et les élèves, nous ne parlons pas la même langue. Ça veut dire quoi? Il y a déjà un déficit de maîtrise de la langue qui fait que l'outil de travail, s'il n'est pas maîtrisé, il va de soi que cela se fait sentir. Maintenant, la responsabilité, elle est partagée. Je vous ai entendu dire tout à l'heure, tout le monde est journaliste, mais croyez-moi, c'est la notion de métier qui a disparu dans ce pays-là. Tout le monde est enseignant et plus grave, tout le monde se proclame professeur de philosophie. Sous prétexte qu'il n'y a pas de professeur, assez de professeurs de philosophie, mais on fait un an de philosophie, on cartouche et on s'improvise. J'en connais même qui ont cessé d'avoir du contact avec la philosophie en classe de terminale. J'en ai vu un qui rassemble une foule et qui dit qu'il fait une synthèse de philosophie.
professeur loolu defe naa. donc c'est un problème. loolu dañ cee war a philosophie. waaw philosophie naa ci ba sonn nous on le dénonce mais il faut que l'État joue son rôle de contrôle parce qu'il y a l'inspection quand même générale de philosophie comme dans toutes les disciplines qui devrait prendre son courage à deux mains et comme d'ailleurs pour le journalisme faire en sorte que il disparaisse parce qu'il y a une expression que j'avais employée à l'époque quand je discutais avec Khalifa, lui dire mais beaucoup de journalistes sont des criminels du micro comme beaucoup d'enseignants sont des criminels de la craie comme beaucoup d'infirmiers ou d'infirmières mais sont des criminels de la blouse. jërëjëf professeur di la gërëm bu baax di la sant. c'est moi qui vous remercie. di am mbégte bu baax a baax di dajeek yow. sama cofeel c'est toujours un plaisir de partager avec vous. sama cofeel ak vraiment. merci beaucoup sama surtout moom principe am mooy d'abord la démocratisation du savoir. démb bu ñu koy woo Sangalkam la nekkoon demoon na Thiès Tamba. Kolda moom c'est un soldat spirituel. da ngay wax professeur Songué damaa bëgg dara rek moom il est armé et il est à l'aise à chaque fois on ne parle plus du contenu on parle un peu de la spontanéité. et surtout de sa disponibilité. tey professeur Songué ku ko woo acca ñu dem moom ce défaut mooy mënul te wax non. et vraiment on vous remercie tout cœur e-école bu pandémie chaque jour il était là il coordonnait avec les professeurs c'est un soldat spirituel malheureusement j'aime pas ce slogan nul n'est prophète chez soi mais ce sont des gens à respecter à distinguer parce qu'ils sont là pour les esprits nekkuñu fi pour le matériel est temporaire mais l'esprit il est universel je tenais à vous dire ça professeur. Merci, ça me va droit au cœur Pape. Cette démocratisation de la philosophie, nous la devons. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je n'ai pas mon chapeau, mais je vais vous tirer ma veste. Allez, bonne journée beaucoup. à toutes et à tous. Rendez-vous dans un instant dans la partie Wolof. Ce sera tout à l'heure. Je n'ai pas mon chapeau, mais je tire ma veste au professeur. Merci professeur Songué. À tout à l'heure.